Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti. Je commence avec le Manara pour voir de quoi on va tout parler. Ok. Merveilleux. Bon. Je vais la rapprocher. Alors ici, traduction. S'abandonner à un plaisir impossible. Alors ici, on ne parle pas seulement d'éprouver du plaisir, mais de se permettre quelque chose, de s'y complaire, de céder à une envie et parfois avec une notion d'excès. Ok, bon, désolé pour le bruit, mais mon lave-vaisselle est de nouveau en route. Donc, c'est quoi la nature de ce plaisir impossible? On va juste voir où ça va nous mener. Comme ça, on voit si on part vers des notions de compulsion, de pouvoir, de transgression, de manipulation ou complètement autre chose, je ne sais pas. Alors, on a la projection qui est sortie. Attends, parce que je ne le vois pas ici. Donc, on a la projection. On a l'opportunité. Et on a la lenteur. Alors ici, moi, je vois pas encore quelqu'un qui fonce tête baissée dans les possibles pulsions. Au contraire, ça ressemble davantage à quelqu'un qui projette ou qui fantasme quelque chose, ou qui peut aussi attendre une occasion qui se présente, et qui est capable de prendre son temps. Donc projection, c'est un plaisir qui existe d'abord dans la tête, un fantasme, un scénario imaginé, ou quelque chose que la personne se représente. L'opportunité, c'est une personne qui guette ou qui saisit la circonstance qui permettrait de concrétiser ce qu'elle imagine. Et la lenteur, c'est pas ici, c'est pas immédiat. Ça peut mûrir longtemps, être contenu, préparé, repoussé, voire entretenu dans un fantasme pendant longtemps. Et donc, pour répondre à la question, je dirais ici qu'on parle d'un désir fantasmé qui attend de devenir réel. Ok, putain, c'est particulier ça. C'est quoi encore ce truc? Bon, et qu'est-ce que cette personne, elle projette mais, 2 secondes, de vivre ou d'obtenir? On va plutôt aller chercher dans le contenu du fantasme plutôt que le fonctionnement. On a le printemps. On a la sérénité. Et on a le pardon. Ok. Attends. Le printemps, sérénité et pardon. Moi, si j'ai l'impression que c'est plutôt un... Comment je veux dire? Un renouveau après quelque chose qui a été abîmé. Parce que le printemps, c'est la renaissance, le redémarrage, un truc qui reprend vie. La sérénité, c'est forcément retrouver un état paisible, mais aussi sortir de la tension ou du conflit. Et le pardon, ça implique qu'il y a quelque chose à dépasser, à réparer ou à se faire pardonner ou à pardonner. Et donc ici, son plaisir impossible à cette personne pourrait commencer à prendre une tournure assez inattendue, parce que ce qu'il fantasme pourrait être la possibilité de repartir à zéro, de retrouver une forme de paix
avec quelqu'un ou une situation après une faute, une rupture ou une transgression. Et si son plaisir était simplement de croire que, après tout ce qui s'est passé, il pourrait encore recommencer. Qu'est-ce qu'il a besoin enfin, qu'est-ce qui aurait besoin d'être pardonné ici, plutôt dans... La Renaissance. Ben, autrement dit, ce que cette personne projette, ce serait de tourner réellement une page, de lâcher ce qui appartient au passé et de retrouver suffisamment de paix pour tout recommencer, mais autrement. Et là, le contraste avec la carte sur le chevalier, elle est intéressante parce que pourquoi renaître, retrouver une sérénité et pardonner, serait-il vécu comme un plaisir impossible? Et qu'est-ce qui rend cette renaissance si difficile, voire impossible à ses yeux, à cette personne? La rapidité. C'est assez paradoxal avec la carte de la lenteur qui est au-dessus à droite, là. En fait, cette personne, elle veut que la renaissance arrive trop vite. Donc en fait, il peut fantasmer le résultat, mais sans forcément accepter le temps nécessaire pour y parvenir. Et du coup, lenteur et rapidité, ici, ça devient quand même un axe assez central. C'est que la réalité demande du temps, alors que lui, il voudrait peut-être directement passer à l'après, retrouver la paix, repartir, obtenir le pardon ou pardonner, sans traverser toutes les étapes intermédiaires. Et donc, ça pourrait même être son fameux plaisir impossible, vouloir une renaissance immédiate. Mais pourquoi est-ce que cette personne est si pressée de tourner cette page? Il veut fuir quelque chose? L'argent? Et en dos de paquet, j'ai la justice. Tiens. Ben là, ça nous ramène brutalement dans quelque chose de concret. Donc, la motivation derrière cette urgence pourrait être le matériel ou le financier, récupérer une stabilité, préserver des acquis, régler un partage, une dette, un patrimoine, mais ça peut être aussi une situation professionnelle. Et avec la justice derrière, ça renforce énormément quand même l'idée de conséquences et de comptes à régler. Alors, c'est pas forcément au tribunal, parce que la justice, ça peut être un contrat, une séparation équitable, des responsabilités, ou simplement, bon, maintenant, il faut assumer les conséquences de ce qui a été fait. Je vais passer au tarot. Mais quel est le rôle de l'argent, en fait, dans cette histoire-là? Je vais former une bonne ma question. Quel rôle l'argent joue-t-il réellement dans ce qui empêche cette personne de tourner la page? Vous me direz, hein, si c'est à vous que ça parle, si c'est... j'en sais rien du tout. Mais ça a l'air étrange. Attends, je vais peut-être déjà bouger mes cartes, sinon je ne vais pas avoir assez de place. Hop, allez. Donc le rôle de l'argent là-dedans. Il y en a trop, comme d'habitude. Ah là 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 là. Allez. Alors, j'ai un 7 de coupe. J'ai un valet de denier. Et je vais les prendre. J'ai un 4 de bâton. Et
J'ai un as de denier. Ok. Bon, ici, l'argent n'est probablement pas juste de l'argent, mais il représente tout un socle de vie. Le 7 de coupe, c'est plusieurs possibilités. Des scénarios projetés et parfois un peu trop d'idéalisation. Si je fais ceci, il se passe quoi? Si je choisis ça, qu'est-ce que je perds? Et ça fait écho à la projection qu'on a vue au début. Là, notre première carte. Hop. Le valet de denier, lui, commence à regarder comment rendre quelque chose matériellement réalisable. Donc là, on quitte le fantasme pour commencer à envisager concrètement une nouvelle situation. Oups. Et derrière le 4 de bâton, attends, je redresse ça un peu, avec l'as de denier, là, c'est quand même assez terrestre. On parle de foyer, de stabilité, de structure de vie et de nouveaux départs matériels. Ça peut évidemment concerner le logement, le patrimoine, la sécurité financière, un nouveau projet, un déménagement, mais on ne sait pas encore vraiment si c'est ça. Et donc j'aurais tendance à dire que cette personne imagine une autre vie, mais pour qu'elle puisse réellement commencer, il faut qu'elle soit matériellement visible. Et on avait la carte de la justice. Où est-ce qu'elle est ici? En d'autres paquets. Là, je voudrais bien savoir ce qu'il faut solder ou rééquilibrer pour obtenir cet as de denier. C'est une blague, la justice. Mais c'est vraiment une blague. Bon, ici, je pars pas directement sur procès au divorce parce que ça peut être beaucoup plus large, la notion de justice. Donc, comme je disais, ça peut représenter un contrat, un partage, une responsabilité à assumer, une décision officielle. Mais c'est surtout qu'ici, elle se place entre deux états. On a l'ancienne situation, la justice, l'as de denier. Et donc, avant que le nouveau socle matériel... avant que le nouveau socle matériel soit visible, il y a quelque chose qui doit être tranché proprement dans l'ancien. Mais qu'est-ce que la justice va obliger à choisir entre conserver et abandonner? La mort. Ici, il y a quelque chose qui ne peut pas être aménagé ou simplement rééquilibré. Il faut accepter une fin, une coupure, une transformation irréversible. Alors, avec Lucifer, la carte Lucifer, libération, illumination, mais aussi envie et jalousie. Ça donne quand même une sacrée ambiguïté à cette mort, je trouve. Parce que ce qui doit mourir pourrait être précisément un attachement fondé sur la possession, l'envie, la jalousie ou le besoin de conserver quelque chose parce que quelqu'un d'autre pourrait l'avoir. Et donc, pour accéder au nouveau départ, il faut trancher et accepter de perdre réellement quelque chose. Et cette perte libère, mais ici, elle vient toucher une zone d'ego, de possession ou de jalousie. Et là, notre carte de base, les plaisirs impossibles, pourrait effectivement être vouloir la nouvelle vie sans consentir à la mort de l'ancienne. Vouloir le printemps sans l'hiver, en quelque sorte. Mais Lucifer, ici, il apporte une autre piste que je ne vais surtout pas laisser passer.
Qu'est-ce que cette personne refuse de voir mourir par jalousie, envie ou sentiment de possession? La roue de fortune. Alors, bon là c'est très particulier. Donc cette carte, ça dévoile, il est bien marqué dessus, l'emplacement des trésors et révèle les dangers cachés. Ici, elle parle de ce qui est précieux et de ce qui menace derrière ce précieux. Et donc, ça pourrait vouloir dire que cette personne refuse de lâcher ce qu'elle considère comme son trésor. C'est quoi? Une position, une personne, un foyer, un patrimoine, un statut. Ça peut être encore une sécurité. Parce que lâcher cette chose, c'est également s'exposer à un danger qu'elle connaît ou que cette personne pressent. Et donc ici, il pourrait y avoir une vraie question de sécurité matérielle acquise derrière tout ça. Mais la roue de fortune, elle est très vicieuse parce que le trésor et le danger pourraient être au même endroit. Ce que cette personne veut préserver, parce que ça lui apporte sécurité ou valeur, pourrait aussi être précisément ce qui l'emprisonne dans un cycle. Et donc pour être libéré, il faudra accepter la fin d'un cycle. Mais quelque chose de précieux est attaché à ce cycle, et la peur de le perdre entretient la jalousie, l'envie ou la possession. Ce qui expliquerait pourquoi le printemps, la sérénité et le pardon restaient dans l'ordre de la projection. Mais c'est quoi ce trésor? Oh, attends. On a la papesse. On a le 3 d'épée et on a la carte du monde. Ok. Bon, bien que la piste du divorce, elle est crédible, je vais quand même pas la verrouiller là-dessus. La papesse, c'est ce qui est tenu secret, ce qui est tu, ce qui est préservé, et ça peut aussi parler d'une situation qui existe depuis très longtemps mais qui n'a jamais été exposée. Et ça peut aussi représenter une femme, mais ça je vais pas l'imposer parce que ça c'est vraiment... en fait, ouais, à ce stade-ci je le ferai pas. Le 3 d'épée, en revanche, ça parle clairement de séparation, de blessure, de rupture ou de vérité douloureuse. Mais le monde derrière, c'est l'achèvement d'un cycle. Il y a quelque chose au bout qui doit être clôturé pour qu'une nouvelle réalité puisse recommencer. Mais il y a quand même encore un truc plus intéressant, c'est que le trésor que cette personne redoute de perdre, c'est peut-être pas mais la relation en elle-même. En fait, c'est tout ce qui pourrait être construit autour de cette personne. Donc on peut parler de stabilité, de foyer, de patrimoine, de famille, de statut, de sécurité. Et ce 3 d'épée pourrait alors dire que pour clôturer ce monde, il faut accepter la douleur de la séparation. Mais est-ce que cette justice, elle concerne une dissolution d'un lien affectif ou d'un lien professionnel et matériel? Et je vais tirer une carte pour l'affectif et une carte pour le professionnel.
Comme ça, on verra mais lequel des deux axes est le plus soutenu. Donc déjà, pour l'affectif, j'ai un valet de coupe. Et pour le professionnel, j'ai un 6 de coupe. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les deux sont des coupes, donc même le pro est quand même chargé d'une dimension affective, relationnelle ou liée au passé. Pour le privé, le valet de coupe, ça parle d'un sentiment, d'une ouverture émotionnelle, d'un message et parfois d'un nouveau possible affectif, mais encore très fragile. Et donc je trouve que ça colle assez bien avec le printemps et la renaissance qu'on avait tantôt. Mais il y a quelque chose émotionnellement nouveau, qui cherche à naître. Pour le pro, ça renvoie quand même vers quelque chose d'ancien, donc ça peut être une association passée, des personnes avec lesquelles il existe une histoire, une ancienne collaboration, quelque chose dont les racines remontent très loin. Et donc je n'éliminerai quand même pas l'association qui a mal tourné. Mais du coup, je me demande si on n'a pas fait une fausse alternative en demandant si c'est un divorce ou une association. Parce qu'en fait, figurez-vous que les deux pourraient être imbriqués dans le même problème. Oh putain, je sens que ça va encore... Bon, quel est le lien qui existe entre la situation privée et cette ancienne situation professionnelle? Parce que du coup, si ça relie clairement les deux, on a peut-être trouvé pourquoi ce fameux plaisir impossible qui est si compliqué à concrétiser. Non, j'ai trop de pertes là. Attends, hop. Bon, vous me direz si ça vous parle. Hein. Alors, j'ai un 7 de bâton et l'étoile là. Bon, ça me fait quand même revoir légèrement l'ensemble, parce que le 7 de bâton, c'est la nécessité de défendre une position. Protéger ce qu'on a acquis malgré la pression. Et l'étoile, elle représente ce vers quoi on veut aller. Donc un truc plus authentique, moins compliqué, une reconstruction, un espoir, plus de liberté. Et donc le lien entre les deux, ça pourrait être qu'il y a quelqu'un ici qui doit défendre quelque chose issu de son passé professionnel et matériel pour pouvoir préserver ou construire ce qu'il espère dans sa vie privée. Du coup, là, je vais quand même écarter le divorce. Parce que on a eu 2 fois la justice et ça pourrait très bien concerner un contentieux, une séparation d'intérêts ou une ancienne association dont les conséquences financières viennent conditionner, si vous voulez, la capacité à reconstruire sa vie privée par la suite. Et donc peut-être que le trésor ici, c'était pas le couple, mais quelque chose qu'il a construit et dont la perte clôturerait douloureusement tout un chapitre. Et qu'est-ce que le 7 de bâton, il cherche à protéger? Parce que là, on va savoir s'il défend un patrimoine, une position, une relation, une réputation, de l'argent, ou alors c'est un tout. Attends, il s'est retourné.
J'ai un œuf de denier. Bah là, très clairement, il cherche à protéger son autonomie, ses acquis, sa sécurité matérielle et ce qu'il a construit et ce qui lui permet de ne dépendre de personne. Le 9 de denier, ici, c'est pas seulement l'argent. On met l'accent quand même sur le patrimoine, sur le confort, la stabilité et la réussite personnelle. Je défends mon territoire, ce qui est à moi et j'ai mis du temps à l'obtenir. Et donc on a quelqu'un ici qui semble vouloir un nouveau départ, mais qui n'est manifestement pas disposé à le payer au prix de sa sécurité et de son indépendance matérielle. Ce qui pourrait expliquer ce foutu plaisir impossible. Je veux la renaissance, je veux le nouveau départ, mais je veux aussi conserver intact ce que j'ai construit. Or, si vous vous souvenez bien, on avait la justice et la mort, et elle semble dire que c'était peut-être pas possible sans perte, partage ou renoncement. Et donc, qu'est-ce qu'il risque de perdre s'il arrête de défendre ce 9 de denier? Un valet d'épée. Bon, ça, c'est quand même une réponse assez intéressante. En fait, c'est pas directement un bien ou de l'argent. C'est plutôt... Comment je vais dire ça? Une position de vigilance et de contrôle par l'information. C'est-à-dire surveiller ou anticiper, savoir ce qui se passe, garder un œil sur les mouvements des autres et être prêt à réagir. Et donc le valet d'épée peut aussi ici représenter des échanges, des documents et des négociations. Et donc son œuf de denier pourrait être protégé non seulement par l'argent, mais par le fait de rester extrêmement vigilant et stratège. Et si je mets notre petit couple de justice avec le valet d'épée, il peut y avoir des informations, des discussions, des écrits ou même des documents ou des éléments à connaître avant de pouvoir trancher. Ici, c'est pas forcément judiciaire, mais c'est clairement quelque chose où il vaut mieux savoir où on met les pieds. Et donc, pour l'instant, il y a quelqu'un qui est préoccupé par sa renaissance, par son pardon, par son argent, par la justice, par la fin de cycle. Mais pourquoi est-ce que ce nouveau départ représente un plaisir impossible alors? Parce que le diable et l'ermite. Le diable, c'est ce qui l'attache. Donc le désir, la tentation, la dépendance, la possession, la pulsion, le rapport au pouvoir, mais aussi quelque chose qu'il désire énormément tout en restant prisonnier d'autre chose. Et avec l'ermite, là c'est complètement l'inverse. On est sur le retrait, la solitude, l'introspection, la lenteur et parfois la nécessité de faire un chemin seul. Et donc ici, son paradoxe, ça pourrait être qu'il désire quelque chose avec une intensité folle, mais que pour pouvoir l'obtenir, il faudrait d'abord accepter une traversée solitaire et se détacher de ce qui l'enchaîne. Ce qui résonne assez bien avec la lenteur et puis le désir de rapidité. Et donc le nouveau départ est impossible, parce qu'en fait, il voudrait peut-être le désir du diable sans payer le prix de l'ermite, à savoir avoir ce qu'il veut, sans passer par le dépouillement, la solitude, la perte de certains acquis ou de la remise en question.
Et qu'est-ce que le diable désire que l'ermite lui interdit? Un 7 d'épée. Bon, du coup, là, ça devient un peu moins sexy. Hein. En fait, il voudrait pouvoir contourner. Donc, trouver la sortie qui lui permettrait d'obtenir ce qu'il désire sans affronter frontalement toutes les conséquences. Et rappelez-vous, la double justice et la mort. On répète depuis tantôt qu'il va devoir trancher, clôturer et assumer. Et le 7 d'épée arrive comme une tentative de trouver une troisième porte. Mais qu'est-ce qu'il essaie d'obtenir en secret pour contourner ce 7 d'épée là, on cherche l'objet concret du diable. Hein. On a un 10 d'épée et le magicien. Ok. Ok, bon bah là ça raconte quand même un truc un peu brut de décoffrage. Hein. Le 10 d'épée, il détruit les pensées et les désirs de l'ennemi et tout ce qu'il a construit. Le magicien, ça parle de santé, de prospérité financière et de connexion au divin. Oula. Et donc ça peut raconter quelque chose comme... je m'étouffe déjà. Comme le dépouillement, faire tomber quelqu'un ou quelque chose, mettre en échec quelqu'un pour assurer derrière sa propre prospérité ou sa capacité à rebondir. Parce que on avait cette notion d'argent, on avait la double justice, on avait la mort. Et on avait... Il est où celui-là? On avait Lucifer. Et là. On avait une roue de fortune, un valet d'épée, un diable, un 7 d'épée, qui est là. Et maintenant un 10 d'épée, et puis le magicien. Et donc ça ressemble beaucoup moins à je vais perdre de l'argent pour un divorce, et beaucoup plus à il y a une stratégie autour d'un intérêt matériel, et maintenant il faut se protéger, et il faut protéger aussi ses propres acquis face aux conséquences. Et comme la justice elle est sortie 2 fois, avant qu'on sache tout ça, bah maintenant c'est elle que je vais regarder. Parce que là, si mon hypothèse elle est juste, le sujet ici, c'est plus à savoir ce qu'il a fait, mais qu'est-ce que la justice est sur le point de révéler ou de lui faire assumer concernant cette stratégie. Oh putain, c'est quoi ce truc? Vous mettrez en commentaire, hein, parce que... après, je pense que je vais prendre l'oracle du paradis et de l'enfer. Putain, c'est pas vrai, on a le jugement. Donc on a clairement une idée de mise au jour des conséquences. Le jugement, c'est ce qui remonte. C'est ce qui est appelé à être regardé, évalué et reconnu. Un peu comme quelque chose qui ne peut plus rester enterré tranquillement. Putain, c'est ouf ça.
Et ça retourne en fait complètement le printemps sérénité et le pardon du début. Son fameux rêve de renaissance, en fait, ça pourrait être: comment est-ce que je sors de cette merde et que je recommence une vie tranquille? Rapidité, argent prend alors là tout son sens. Trouver rapidement une sortie financière. Et là maintenant je vais poser la question: qu'est-ce que le jugement va mettre en lumière qu'il pensait avoir réussi à cacher? Je vais en prendre 3. J'ai un cavalier de bâton, un 6 d'épée et un 5 de coupe. Et en dos de paquet, j'ai un 2 de bâton inversé. Et ici, le 2 de bâton inversé en dos de paquet, il est presque plus important que le reste en fait. Qu'est-ce que ce jugement va mettre en lumière et qu'il pensait avoir réussi à cacher? Eh bien, ça raconte parfaitement bien une action entreprise rapidement et puis une tentative de s'éloigner de ce qui a été fait, avec derrière des conséquences et des regrets qu'on ne peut finalement pas laisser sur place. Le cavalier de bâton, il agit, il fonce, mais avec beaucoup d'assurance et sans mesurer toutes les conséquences. Et donc, dans notre histoire, ça pourrait être l'acte initial ou la manœuvre. Ce qui est fascinant ici après, c'est le 6 d'épée. Quitter la zone problématique, s'éloigner du conflit. Et donc, dans la lecture qu'on construit, ça ressemble presque à « c'est fait, maintenant je passe à autre chose ». Mais le 5 de coupe, lui, il indique qu'il reste des dégâts. Il y a des pertes, des conséquences, quelque chose qui n'a pas disparu simplement parce qu'on s'est barré. Et le 2 de bâton inversé, moi, ça me donne vraiment l'idée du plan qui ne mène pas là où il était censé mener. Et la projection, du coup, vers l'avenir, elle se bloque. Et c'était quoi la projection? Notre toute première carte. Donc le jugement pourrait mettre en lumière non seulement ce qui a été fait, mais la trajectoire tout entière. Ce qu'il a entrepris, comment il a tenté de s'en éloigner et ce que ça a laissé derrière lui. Et là, le magicien et la prospérité financière, ça prend quand même une sacrée ironie parce qu'en fait, il voulait peut-être construire l'après, sauf que le 2 de bâton inversé dit que l'après envisagé ne se déroule pas du tout comme prévu. Bon, je ne peux pas encore affirmer qu'il va se faire choper de quelque chose. Mais, on va aller voir avec l'oracle du paradis les conséquences du jugement qu'il n'avait pas anticipé. Ah bah si c'est le cas, les gars, je sais pas qui c'est, mais putain, il est quand même sacrément sûr de lui, hein, le paye. Il y a des gens qui doutent de rien. Hein, allez, je sens qu'on va se marrer. Je le sens bien, je le sens bien. Bon, quelles conséquences du jugement il n'avait absolument pas anticipé. Attends, parce que là, il y en a trop. Je vais juste prendre ces deux-là. La rébellion et le luxe. Attends, je vais d'abord ranger tout ce bordel. Avec les ongles, c'est pas évident. Ah. Donc, les conséquences du jugement qu'il n'avait pas anticipé, c'est rébellion et luxe. Je verrai celle-là aussi. Et celle-là aussi.
Ok. Rébellion, c'est quelqu'un ou quelque chose qui arrête de se soumettre au scénario initial. On parle ici d'opposition, de refus, de contestation, de retournement contre une autorité ou contre celui qui pensait contrôler la situation. Le luxe, on parle ici de confort, d'acquis, d'abondance, de niveau de vie, de possession, et tout ce qui constitue peut-être ce fameux 9 de denier tout à l'heure qu'il défendait. Donc c'était quoi? C'était son patrimoine, son statut, etc., etc. Mais donc la conséquence inattendue, putain, c'est que la personne qu'il pense avoir mise en difficulté, elle se rebelle. Et cette rébellion, en fait, elle vient directement menacer le confort ou les acquis qu'il pensait avoir sécurisés. Putain, mais c'est une dinguerie. Et ce qui se retourne contre lui, ça vient précisément toucher tout ça. Et le truc qu'il n'a pas anticipé, eh ben, ça pourrait être très simplement que l'autre personne ne resterait pas à terre. C'est ça qu'il n'a pas anticipé. Que la personne lésée se défendrait, contesterait, contre-attaquerait ou refuserait la situation, et qu'en le faisant, elle pourrait mettre en péril son propre confort matériel. Et là, j'ai quand même envie de poser une question hyper importante, parce que je crois qu'elle permet de sortir du simple karma. Elle va prendre quelle forme, cette rébellion? Parce que on peut peut-être découvrir si ça passe par la justice, par la parole, par la révélation, par la rupture d'alliance, ou simplement par quelqu'un qui reconstruit ce qu'on pensait avoir détruit. Bon, écoute, je vais toutes les prendre parce que là, elles collent ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la solitude. On a les opposés extrêmes ou discorde. On a athéisme et rejet de l'esprit. Et on a invalidité et immortalité. Et c'est marrant parce que j'ai mon paquet qui s'est retourné en miroir. Et j'ai la carte du blasphème. Mais je vais la laisser dedans. Je l'annonce, c'est tout. Alors pour moi, la solitude, ça dit d'abord que la rébellion, elle prend pas nécessairement la forme d'une attaque spectaculaire. Ça peut commencer par une rupture de lien. Donc quelqu'un qui s'extrait, qui cesse de collaborer, qui se désolidarise et qui laisse l'autre avec ce qu'il a construit. La discorde opposée, là, on n'est plus dans un désaccord négociable. Les positions, elles deviennent inconciliables. Et donc chacun se retrouve à une extrémité du rapport. L'athéisme, rejet de l'esprit, dans un langage symbolique, je ne vais pas le prendre au sens religieux littéral, ça peut représenter la perte de foi dans l'autre, dans ses valeurs, dans ses paroles ou dans le système qu'il incarnait. En gros, c'est je ne crois plus à ton récit, je reconnais plus ton autorité. Et l'invalidité et l'immortalité, ça c'est une carte complètement paradoxale, ça rend quelque chose d'inopérant sans parvenir à l'effacer. Et donc ça pourrait symboliser une tentative de neutralisation qui laisse malgré tout quelque chose derrière elle, genre une trace, une preuve, une conséquence, ou une personne qui continue d'exister et de peser dans l'histoire.
Et le blasphème qui apparaît en miroir, moi je trouve ça énorme, et je vais le garder en fait comme un écho. Symboliquement, c'est très raccord avec le reste, hein. On parle d'une transgression d'un ordre, d'attaque contre ce qui était considéré comme intangible, d'une rupture radicale avec les règles ou les valeurs précédentes. Et donc, ici c'est quelque chose de plus profond que quelqu'un qui contre-attaque. Quelqu'un qu'on pensait pouvoir neutraliser, mais rompt complètement le système et refuse désormais d'en reconnaître les règles. Et cette personne, c'est impossible de la remettre sous contrôle. Et donc pour moi, la personne en face qui a été lésée, c'est une personne qui a été mise sous emprise. Et rébellion et luxe, ensemble, ça pourrait dire que ce refus pourrait devenir dangereux pour les acquis de celui qui pensait les avoir gagnés et qui pensait avoir gagné tout court. Mais pourquoi est-ce que cette rébellion, elle se présente... elle représente une menace, pardon, pour son luxe? On a deux. Parce que l'ingratitude et le scandale. Alors moi, l'ingratitude, je vais... Moi, je vais la lire comme une rupture de contrat, mais implicite. Il y avait quelqu'un qui était censé se taire, rester loyal, accepter une situation, très clairement fermer sa gueule, et dont on pensait avoir suffisamment assuré la dépendance, sauf que cette personne, elle ne joue plus le rôle attendu. Et du point de vue du personnage qu'on suit, cette rébellion peut même être vécue comme une trahison de l'ingratitude vis-à-vis de la personne qui est venue foutre tout son bordel, là, qui craint pour son avenir. Et le scandale, c'est la partie explosive, ce qui appartenait à une sphère fermée et risque de devenir visible, contesté, exposé ou suffisamment bruyant pour atteindre sa position. Et donc, en gros, ça pourrait raconter que la première personne dont on parle, donc on va appeler la personne A, elle pensait, cette personne A, que la personne B resterait dans le système et fermerait clairement sa gueule. Sauf qu'elle s'en est extrait, et en s'en extrayant, elle peut rendre visible quelque chose qui devait rester contenu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait la papesse tout à l'heure. Quelque chose de caché, de gardé sous silence. Et donc ça explique aussi pourquoi le personnage A est tellement préoccupé par son œuf de denier et son luxe. Le danger n'est peut-être pas uniquement de devoir rendre de l'argent, mais le scandale peut toucher quoi? Tout ce qu'il a construit autour de lui. Sa position, sa réputation, ses alliances, sa sécurité et sa prospérité. Et qu'est-ce que le scandale risquerait de révéler? J'en ai 4, je vais les prendre. Oh putain. Pardon. Très conspiration. Le retard. L'infamie. Le blasphème.
Et en deux paquets, qu'est-ce que j'ai? Roulement de tambour. Mais c'est merveilleux. Vol et destruction. Bon, ben là, l'oracle, il fait pas du tout dans la dentelle. Qu'est-ce que ce scandale risque de révéler? Ce qui est assez dingue, c'est que, je sais pas si vous souvenez, mais blasphème, c'est déjà ce qu'on avait vu se retourner au miroir sans la prendre. Et maintenant, elle revient réellement dans le tirage. Et donc là, on peut vraiment dire qu'il appartient à la réponse. Parce que symboliquement, la séquence ici, elle raconte quand même un truc très très précis. Avec très très conspiration, ça parle d'une action qui n'aurait pas été menée ouvertement. Il y a une alliance cachée, une stratégie à plusieurs, un double jeu. Quelqu'un qui agit contre quelqu'un tout en donnant éventuellement une autre apparence. Vous savez à quoi je pense? Quelqu'un qui agit en donnant une autre apparence. Donc la personne B, qui est la personne lésée, elle connaît cette personne. Mais elle sait pas qu'elle est en alliance avec la personne A. Oh putain. Oh, c'est énorme ça. Je continue. Le retard. Il y a quelque chose qui a été empêché, différé ou ralenti. Mais on a ralenti la découverte ou les conséquences. Et ça peut aussi expliquer cette lenteur du début. L'infamie, là on touche directement à la réputation. Et donc ici, quand on parle de toucher directement à la révélation, ce qui n'est pas révélé, c'est pas simplement embarrassant. Moi je la lirais comme une insistance sur quelque chose qui a été franchi et qui n'aurait jamais dû l'être. Et vol et destruction, si on reprend toutes les épées qu'on avait, et Dieu seul sait qu'on en a une chier, hein, on avait l'argent aussi au début. Mais avec la justice et 2 fois le jugement, ça renforce une manœuvre qui est destinée à prendre quelque chose ou quelqu'un et ou à détruire ce que il avait construit. Et donc, le a voulu prendre quelque chose à quelqu'un et ou détruire ce qu'il avait construit. Donc, c'est-à-dire ce que la personne B avait construit. Eh ben, on est bien loin du divorce, hein. Oh putain. Et donc, le plaisir impossible pourrait être d'avoir cru qu'on pouvait tirer profit, écoute bien ce que je veux dire, hein, de la destruction de quelqu'un, tout en préservant sa propre prospérité, et puis repartir tranquillement comme si de rien n'était. Donc en gros, je bousille complètement ta vie, je te prends absolument tout ce que t'as, moi je me casse et je vais faire ma life. Et donc, il projette l'après, la possibilité de retrouver une vie sereine, de renaître et de passer à autre chose. Sauf qu'au milieu du chemin, eh ben, on a découvert tout ça. Autrement dit, le passé qu'il voulait laisser derrière lui pourrait lui être carrément, mais méchamment fatal. Et pourrait précisément empêcher sa renaissance. Oh putain. Vous savez, parfois, moi, ce que je lis dans les cartes, hein,
Je vais vous dire franchement, ça me fait flipper. Putain. Je vous jure que ça me fait flipper. Et après, on s'étonne que je dors pas la nuit. Franchement, hein, parfois, je me dis, putain, j'aurais mieux fait, en fait, parfois, de pas créer une chaîne. Je plaisante, hein. J'adore ce que je fais, je vous assure. Mais c'est vraiment... putain, parfois, c'est vraiment carrément flippant, quoi. Vous allez voir, d'ici 3 semaines, on va me dire, ah, on va parler d'un meurtre aujourd'hui. Non, 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 c'est... Bref. C'est mon petit quart d'heure de flippage en solitaire. Mais il y a une chaîne comme ça, je sais pas si vous connaissez Peggy. Elle fait des très très chouettes vidéos. Et putain, mais elle est toujours sur des sujets mais de malade, quoi. Mais d'ailleurs, si j'ai bien compris, elle travaille en partie parfois pour des enquêtes de police. Moi, je vous le dis tout aussi, je ne veux pas arriver à ça. Hein. Moi, je suis bien dans ma petite vie de père, là. Hein. Enfin, bref. Donc, face au scandale qui menace d'éclater, là, qu'est-ce qu'elle va tenter, cette personne, pour sauver sa position? Bon, je vais reprendre le tarot. Putain, on est encore une fois sur une vidéo d'1 heure, mais c'est pas possible. Moi, je sais pas comment elles font, les autres, pour faire comme ça des vidéos d'une demi-heure, parfois 20 minutes. Moi, je les admire. Hein. Bon, on va voir si la personne A, qui, je vais le dire, ressemble à un solide trou du cul, fuit, négocie, attaque, manipule ou... pire encore, sacrifie quelqu'un pour s'en sortir, en fait. Ou alors est-ce qu'il finit par assumer? Là, j'ai un doute, hein. Je le dis tout de suite. Allez. Oh, attends, il y a trop de cartes comme d'habitude. Hop, allez. Oh putain, c'est pas possible. Non, je vous jure, je vais faire une dépression. Moi. Le diable. Encore le diable. Moi, je le dirais pas comme il est méchant. Hein. Dans la logique du tirage, ça dirait plutôt qu'il ne change pas de méthode. Il fait face à la menace, il retourne vers les mécanismes qui lui ont permis jusque-là de conserver le contrôle. C'est quoi? Le pouvoir, l'emprise, l'intérêt matériel, la tentation, la manipulation, les rapports de force, voire même les dépendances. Et c'est énorme parce que le diable était déjà sorti. C'était quoi la question? Pourquoi ce nouveau départ est un plaisir impossible, donc en lien avec ça. Il revient maintenant au moment où sa position elle est menacée. Autrement dit, ce qui pourrait provoquer la chute, ce serait précisément ce qu'il reproduit pour essayer de l'éviter. Putain, mais il est con, lui. Hein. Et on avait cette combinaison là du... C'était le 3 de denier luxe. Non, 9 de denier luxe. Moi, je regarderais quand même la dimension matérielle et le pouvoir que donnent les ressources plutôt que de repartir automatiquement sur une histoire de CUL. Vous allez comprendre. Quelle arme le diable va utiliser pour tenter de reprendre le contrôle? Parce que ça peut être par le mensonge, l'argent, la peur, la séduction, la menace, le pouvoir, ou pire encore. Et là, j'en ai 2. J'ai un 5 d'épée inversé et un roi d'épée. Alors, le 5 des épées inversées, moi je vois 2 lectures possibles. Et il faut les garder ensemble. Soit, il va chercher à mettre fin au conflit, négocier parce que la bataille devient beaucoup trop dangereuse,
soit il va tenter de limiter les dégâts d'une guerre qu'il a contribué à créer. Et il peut y avoir le fameux « ok maintenant, comment est-ce qu'on sort de tout ce bordel ?» Mais derrière, il y a le roi d'épée. Quelqu'un de froid, de rationnel, de stratégique, qui a une maîtrise du discours et des faits, qui a de l'autorité, qui a une expertise. Et dans ce contexte, ça peut symboliser le recours à quelqu'un qui sait manier les règles, c'est-à-dire quoi? Un avocat, un expert, un dirigeant, ou la personne elle-même qui passe en mode extrêmement calculateur. Et donc son arme, ça pourrait être de ne plus combattre salement en apparence, mais de reprendre le contrôle du conflit par la stratégie, le droit, la négociation, ou quelqu'un capable de construire une défense extrêmement rationnelle. Mais le 5 d'épée pose quand même une délicieuse question. Qu'est-ce qu'il cherche réellement? Est-ce qu'il veut faire la paix ou seulement arrêter la guerre parce qu'il comprend que c'est beaucoup trop risqué? J'ai une reine de bâton et j'ai le monde. Oh! Attends. Merde, j'ai plus de chevalet? Non. Ah si, bon, c'est pas grave. La réponse, elle est assez nette. Il y a surtout quelqu'un en face qui change la donne. La reine de bâton, ça peut représenter l'adversaire qui reprend, je vais y arriver, sa puissance, qui ne se laisse plus faire, qui tient sa position et qui devient beaucoup plus difficile à maîtriser. Et avec ce qu'on avait précédemment autour de rébellion, elle tombe à point nommé. Le monde derrière, on arrive au bout du process. Il comprend potentiellement que la personne elle est capable d'aller jusqu'au terme de l'affrontement ou que la situation est arrivée à un stade où elle ne peut plus être contenue comme avant. Et donc, je ne lis pas qu'il veut faire la paix. Moi, je lis davantage qu'il cherche à arrêter la guerre parce que la personne qu'il avait en face n'est plus dans la position qu'il avait anticipée, c'est-à-dire quelqu'un de faible et quelqu'un qui peut désormais pousser l'affaire jusqu'au bout. Et ce serait assez cohérent avec le 5 d'épée et le roi des épées. Je cesse l'affrontement frontal et je passe à une stratégie beaucoup plus maîtrisée et rationnelle. Et qu'est-ce qu'il a sous-estimé chez cette reine de bâton? Ça pourrait expliquer pourquoi son calcul a foiré en fait. Alors, on a un 6 d'épée, le pape et le 3 de denier. Et en gros, que la personne en face, qui est la personne B, elle a une énorme paire de couilles, pour pas être vulgaire. Le 6 d'épée, ça dit qu'il a sous-estimé sa capacité à traverser la crise et à continuer d'avancer. Et donc il a peut-être cru que les dégâts qu'il avait engendrés sur cette personne suffiraient à la neutraliser. Or, elle a trouvé une porte de sortie, la personne B. Et le pape ici, ça ajoute un truc quand même assez costaud. Elle ne fait pas forcément n'importe quoi pour se défendre. Elle peut s'appuyer sur un cadre, des principes, une institution, des conseils, des personnes compétentes, voire une autorité. Et avec toutes les justices qu'on a eues avant, on en a eu 3, ça résonne. Et le roi de denier, la personne, elle est capable de tenir matériellement et de protéger, mais aussi de reconstruire ses intérêts, de gérer le concret et éventuellement de mobiliser ses ressources. Et donc, si le plan
qui est complètement machiavélique, reposé sur je la fragilise financièrement, elle ne pourra plus rien faire, et ben le tirage il répond quoi? Et ben mon gros, mauvais calcul. Ah. Et je vais même ajouter une nuance, c'est que le roi de denier il peut aussi présenter un soutien solide autour d'elle. Le pape et le roi de denier pourraient dire qu'il a sous-estimé non seulement sa résistance, mais aussi les appuis sérieux qu'elle pourrait trouver. Et donc ça donne une reine de bâton qui fait grosso modo, tu pensais que j'allais m'effondrer, je traverse, je m'entoure correctement, je reconstruis correctement et je vais jusqu'au bout. Et ça explique très bien pourquoi on avait un 5 d'épée inversé. Que continuer la guerre contre quelqu'un qu'on pensait déjà affaibli devient soudain beaucoup plus risqué que prévu. Et qu'est-ce que la personne B fait concrètement comprendre à la personne A, qu'il l'avait largement sous-estimé? Bon, j'en ai 4, je les prends. On a un 7 de bâton, un 10 de coupe, un 8 d'épée. Bon, je ne sais pas si tu vois, je crois. Et la reine de coupe, le phénix. Bon, le 7 de bâton, elle se défend. Elle ne lâche pas sa position malgré les rapports de force. Et c'est d'autant plus frappant que le 7 de bâton en fait, était déjà sorti tantôt sur la défense des acquis. Donc on retrouve cette même énergie de résistance. Le 10 de coupe, moi ça me fait penser à ce qu'elle a réussi à préserver ou reconstruire malgré tout. Donc elle a réussi à préserver son équilibre, son entourage, son sentiment d'accomplissement, quelque chose qui dépasse largement la seule question financière. Ça peut aussi indiquer qu'elle n'a pas été aussi isolée que la personne A l'avait imaginé. Et le 8 d'épée, ça c'est probablement ce qu'il avait anticipé. Une personne coincée, limitée, incapable d'agir, enfermée par la situation. Et ça colle assez bien avec cette idée que la personne A pensé fragiliser la personne B et pensait aussi qu'elle ne pouvait plus réagir. Et la reine de coupe qui est associée au phénix, là c'est l'image inverse du 8 d'épée, c'est la personne qu'on croyait immobilisée renaît précisément de ce qui était censé la détruire en fait. Et donc on peut confirmer qu'elle a une paire de couilles, ce qu'il aurait surtout sous-estimé, c'est sa capacité de résilience. Et il y a un truc assez dingue parce qu'on avait le printemps, la sérénité et le pardon. On pensait que la Renaissance concernait notre personnage principal, le A. Mais maintenant, je me demande sérieusement si on ne s'est pas trompé de personne. Parce qu'ici, on sort littéralement le phénix pour la personne qui aurait tenté de neutraliser la personne B. Et en fait, ici, la véritable renaissance du tirage, c'est pas celle de la personne A, mais c'est celle de la personne B. Et à qui appartient réellement la renaissance, du coup? On va aller voir ça. On a la carte de la Lune. Alors, ça ne répond pas à savoir si c'est la personne A ou B, mais au contraire, ça dit qu'il y a encore quelque chose qu'on ne voit pas correctement. La Lune, elle peut signaler que l'identité du bénéficiaire de cette renaissance est encore masquée, ou qu'on a projeté une interprétation
sur les premières cartes alors que leur sens réel n'apparaît que maintenant. En fait, je vais pas dire on parce que c'est moi qui tire les cartes, mais j'avais naturellement attribué tout ça au personnage qu'on suivait à la base, mais la projection était littéralement la première carte. Et donc la lune, en fait, elle pourrait dire attention à ce que vous avez projeté sur l'histoire. Elle peut aussi parfaitement correspondre au phénix. Une renaissance qui se produit dans l'ombre pendant une période de confusion sans que l'adversaire ne comprenne encore ce qui est en train de se reconstruire. Mais je vois une autre possibilité, c'est que les deux traversent une transformation mais pas la même. Il y en a un qui cherche son printemps et sa sortie, et l'autre qui renaît de ce qui lui est arrivé. Et la lune, en fait, elle vient brouiller volontairement ici la frontière. Et donc, je vous demande une clarification. Que cache la lune concernant cette renaissance? 3 de cartes. Si on sort la justice, je fais une dépression, je vous le dis tout de suite. Ça nous donne le 3 de coupe. Ah, mais ça, c'est intéressant parce que ça apporte une info qu'on n'avait pas encore. Il y a du tiers, du collectif, des alliés ou des retrouvailles dans cette renaissance. Et donc, ça colle assez bien avec ce qu'on vient de voir parce qu'on a cru que cette personne, donc la personne B, qui était potentiellement isolée et neutralisée, mais juste avant, on avait un 10 de coupe qui nous avait dit qu'elle était peut-être pas si seule qu'on imaginait. Et la reine de coupe et le phénix qui dit qu'elle renaît. Et maintenant, avec ce 3 de coupe, elle renaît aussi parce qu'elle retrouve du lien, du soutien, des alliances et des gens avec qui elle peut avancer. Et donc c'est ça ici que la lune, elle peut cacher. C'est que pendant que l'autre croit encore avoir affaire à une personne faible, seule, complètement affaiblie, complètement éclatée, mais il y a quelque chose qui s'est recomposé autour d'elle sans qu'elle s'en rende compte en fait. Et donc potentiellement, ça donne une autre lecture de la solitude qui était sortie avant. La rébellion, en fait, elle a peut-être commencé seule, mais elle ne le reste pas nécessairement. Et pour moi, cette personne, elle s'est enterrée dans le silence, et c'est pour ça que la personne A, elle n'a rien vu venir. Avec le pape et le roi de denier, on avait évoqué des appuis, des conseils, des personnes solides. Et le 3 de coupe, en fait, ici, ça pourrait confirmer la constitution d'un entourage ou d'alliance. Mais, on avait la carte traître et conspiration dans le scandale, là. Et donc, il y avait potentiellement des alliances des deux côtés de l'histoire. Certaines pour construire la manœuvre initiale, et d'autres qui se recomposent autour de la personne qui se relève. Et donc, qui ou quoi représente ce 3 de coupe? Parce que là, on peut découvrir si c'est des proches, des partenaires, de nouvelles associations. On a un 6 de denier. Ok, donc ça précise la nature de l'alliance. Le 3 de coupe, c'est probablement pas les potes qui l'encouragent. Le 6 de denier, ici, on parle d'une aide concrète. D'échange de ressources, de soutien, de rééquilibrage et de donner et recevoir. Et donc ça peut être financier, matériel ou professionnel, voire même relationnel, mais il y a quelque chose qui circule réellement. Parce que ça nous renvoie, c'était quoi ici à notre 8 d'épée. On pouvait croire que cette personne B, coincée, est privée de tout moyen. Or, elle se relève parce qu'elle n'est plus obligée de tout porter seule. Il y a des personnes ou une structure qui peuvent lui apporter ce qui lui manquait pour sortir de cette impasse. Des alliances et une entraide concrète se constituent autour d'elle.
et il y a quand même une belle ironie par rapport à la rébellion et au luxe, c'est que celui qui cherchait à protéger ses acquis pourrait largement avoir sous-estimé que la personne qu'il croyait financièrement ou matériellement morte allait trouver d'autres ressources. Bon, maintenant, je vais partir sur une question un peu décisive. Qu'est-ce que cette aide va lui permettre de faire qu'elle était incapable de faire toute seule? La mort. Bon, bah, voilà. Ah bah voilà, mais il y a tout qui s'écroule, hein. C'est pas grave. Notre cher Lucifer qui était déjà sorti tantôt, mais dans une autre partie de l'histoire. Eh bien, cette aide, avec le 3 de coupe et le 6 de denier, il est où mon 3 de coupe? Toc, toc, toc. 3 de coupe, 3 de coupe. Je l'ai déjà rangé. Ah non, 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 pardon, c'était dans le truc précédent, ça. Oui. Donc, la combinaison 3 de coupe et 6 de denier. La mort, Lucifer, cette aide lui permettrait avant tout de provoquer ou d'assumer une rupture définitive avec l'ancien système. Et donc ici, elle va obtenir les ressources et soutiens ou l'équilibre nécessaire pour pouvoir dire enfin, ça s'arrête ici. Et la définition particulière de Lucifer, qui invoque la libération et l'illumination avec ombre, envie et jalousie, est intéressante parce que cette mort n'est pas seulement une destruction, mais elle représente une émancipation. Et c'est quelque chose qui la maintenait sous emprise, qui perd son pouvoir. Mais le truc de fou, c'est cette mort qui est sortie 2 fois dans le tirage. La première fois, elle concernait ceux qui devaient mourir pour permettre un nouveau départ. Et maintenant, elle revient du côté de cette personne qui se reconstruit, la personne B. Et donc, le printemps prend tout son sens. Et l'ombre, envie, jalousie, ça peut avoir une fonction très précise. Sa renaissance peut devenir tellement insupportable à la personne A qui pensait l'avoir détruite. Pas parce que la carte prouve qu'il est jaloux, mais parce que c'est une piste directe donnée par qui? Par Lucifer. Et qu'est-ce que ça provoque chez l'autre de la voir enfin se libérer et renaître? La roue de fortune et l'amoureux. C'est assez savoureux parce que ça répond pas simplement à la jalousie. La roue de fortune, il va assister à un renversement de situation. Celle qu'il pensait coincée dans le 8 d'épée change de cycle. Elle bouge, elle retrouve des ressources, elle n'est plus à la place où la personne A l'avait laissée. Le rapport de force tourne. Et l'amoureux, celui-là, il a introduit surtout le choix Allez, comment je vais dire? Il a introduit surtout le choix et le choix du désir. Sa renaissance le remet lui-même devant une bifurcation. Maintenant qu'elle n'est plus prisonnière, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Mais il y a une très très belle ironie là-dedans avec la carte maîtresse qui est là. Bon, ça c'est un peu tordu, mais ce qui devient potentiellement désirable pour lui pourrait précisément être ce qui lui échappe maintenant. On avait commencé en imaginant une espèce de potentiellement de dégénéré sexuel. Néanmoins, on nous a quand même amené vers quelque chose de beaucoup plus tordu psychologiquement. Donc il aurait voulu gagner, préserver ses acquis et passer à autre chose. Mais lorsqu'elle se relève,
personne B, se libère et change de destinée, c'est lui qui se retrouve confronté au désir et au choix. Ici, on ne dit pas qu'il l'aime. Je vais garder ça avec beaucoup de prudence. Mais l'amoureux pourrait être une attraction, un choix, une tentation, un dilemme ou une valeur accordée à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il désire désormais chez elle qu'il n'avait pas su reconnaître avant sa chute et sa renaissance? Un as de coupe et... Oh putain, c'est pas vrai. Le jugement inversé. Encore. Mais non. Mais non. Mais non. Alors. Putain, on s'accroche les gars. L'as de coupe, c'est très difficile de tourner autour. Hein. Ici, on parle d'une ouverture affective, émotionnelle, un sentiment, la possibilité d'un lien nouveau, quelque chose qui pourrait recommencer sur une base émotionnelle différente. Après l'amoureux, on sait quand même difficilement faire autrement que de se diriger vers un axe affectif. Mais bon, voilà. Mais le jugement inversé, c'est presque le plus important. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, pas reconnu, mal évalué ou auquel il n'a pas répondu lorsqu'il en avait l'occasion. Et c'est peut-être ça aussi la difficulté à assumer son propre choix et les conséquences de celui-là. Et donc, j'ai presque envie de dire, merveilleux, il découvre l'amour. Non. Il découvre la valeur émotionnelle de quelque chose, précisément où ses propres choix risquent d'avoir rendu cette possibilité inaccessible. Et là, en fait, cette première carte ici, je la pars toute seule, elle prend tout son sens. C'est génial. Je vous assure, c'est génial. Et donc, les plaisirs impossibles, ça pourrait être finalement l'as de coupe lui-même. Vouloir accéder à quelque chose d'affectivement neuf après avoir contribué à créer les conditions qui les rendent presque impossibles. Donc, en gros, il pourrait se dire, moi j'ai envie vraiment d'aller chez cette personne parce que je me rends compte que je l'aime, mais en fait, j'ai bousillé sa vie, mais c'est pas grave, je vais quand même revenir. Et on avait cette notion de revenir un peu en mode ça va? Tout va bien? Putain. Mais mec, il fallait peut-être y penser avant, quoi. Bon, et pourquoi il est incapable de répondre correctement à cette tasse de coupe? Putain. Parce que la tempérance. Mon Dieu. Bon, ici, on parle pas d'un blocage définitif. La tempérance, c'est pas impossible. Elle pourrait dire pas comme ça, pas maintenant et vraiment pas dans l'excès. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais moi, si c'était moi. La tempérance, c'est une carte de conciliation entre deux mondes. Elle ne supprime pas ce qui s'est passé. Elle demande de faire circuler quelque chose entre deux pôles qui étaient devenus incompatibles. Et donc, avec le jugement inversé, ça pourrait donner un truc du genre que le B voudrait l'as de coupe, mais il n'a pas encore accompli le process intérieur qui lui permettrait de le recevoir correctement. Et la seule possibilité d'un nouveau commencement, ce serait par passer par l'apaisement, le pardon, et une transformation profonde. Et qu'est-ce que la tempérance, elle lui demande de transformer en lui? Pardon. J'ai un 9 de bâton inversé et un 7 des épées.
y en a une troisième, je n'avais pas vu, qui s'est retournée. Un as de bâton. Bah là, c'est, bah écoute, un peu tard, hein, champion, hein. Baisse tes armes, arrête tes combines, et en fait, va te faire foutre. C'est exactement ça. Blague à part, elle lui dirait, mais ma sérénité m'a coûté beaucoup trop cher pour que je te laisse revenir foutre la merde dans ma vie, en fait. Voilà. En gros, c'est ce qu'elle va lui dire. Et donc, il va se tirer une grosse balle dans le pied, et potentiellement, ben, il risquerait de tout perdre. Surtout si ça passe effectivement en justice. Voilà, voilà. Enfin bref, sur ce, je vous laisse. 1h25 de vidéo, mais c'est incroyable. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et que on va encore se prendre des tirages de fou comme ça. Eh bien, à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Salut!